beaucoup Pierre, merci Bruno, cher président. Merci à vous toutes et tous, une organisation impeccable. C'est vraiment un bonheur d'être parmi vous. Mais je voudrais vraiment avoir une mention particulière pour Pierre, parce que sans lui, ce bouquin dont je voudrais vous parler aujourd'hui, pourquoi je ne me suis pas levé du jour au lendemain, tiens, je vais faire un bouquin. Comment est-ce que c'est venu? Alors, ça va être un petit peu d'égo-histoire, mais bon, pour vous expliquer le concept, je pense que ça va faire écho à quelques communications qu'on a eues cet après-midi d'ailleurs. Et donc, je voudrais vraiment remercier Pierre, parce que c'est en rencontrant Pierre, une amitié qui est née, et que j'ai pu poursuivre sur un questionnement. Je suis en période, fin 2016, je suis pas forcément au top. J'ai déconstruit mon sujet de thèse et j'ai beaucoup de mal à le reconstruire. C'est complètement embrouillé là-dedans, donc il faut que je fasse autre chose. Et les hasards de la vie professionnelle m'amènent à travailler donc, sur les Américains à Saint-Nazaire à l'occasion des commémorations donc, du premier débarquement, le 26 juin 1917, donc des premiers éléments du corps expéditionnaire américain. Et au même moment, je fais quelques semaines auparavant un colloque à Pau sur les fronts intérieurs de guerre. Et j'ai pondu une communication, les actes vont sortir bientôt d'ailleurs au Presse universitaire de Rennes, avec une conclusion sur l'idée de guerre totale que je ne comprends pas. Je le dis moi-même, cette idée, donc la guerre totale c'est Ludendorff en 1919, il explique la défaite allemande en disant il n'y a pas eu la guerre totale, ce qui comprend comme étant le point de combustion entre la sphère civile et militaire. Pour que l'Allemagne gagne, il aurait fallu cette combustion, il n'y a pas eu. Le problème, c'est que dans le langage courant, dans l'espace public, mais également dans le champ académique, on utilise cette idée de guerre totale de manière, à mon avis, assez réfléchie, en étant cette idée qui dit que finalement, l'effort de guerre prime tout. Bon, moi, ça me paraît un petit peu bizarre pour celles et ceux qui sont familiers de l'historiographie de la Grande Guerre, vous savez, assez mouvementée, on va dire, dans les années 90-2000, vous voyez à peu près à quoi je fais référence. Et ça me semble un petit peu plus compliqué que ça. Donc voilà, dans une situation un peu bizarre où j'ai ces questionnements, j'ai cette histoire de thèse, je conduis à bosser sur les Américains. Donc je vais beaucoup lire l'historiographie américaine, ce qui me permet de faire un petit pas de côté. Et puis je suis engagé dans un boulot où à la base je dois expertiser un fonds d'archives, un fonds de photographie, donc les photos dont il sera question dans le PowerPoint sont là, et je me rends compte tout de suite, il ne faut pas 15 jours pour me rendre compte que ça ne va pas être violent mon job, et qu'en fait je sers de caution. 1 an de contrat pour une caution, dans le cas actuel, ça fait réfléchir. Et c'est le premier point qui m'interroge, c'est qu'il y a des enjeux d'argent autour de ce centenaire de la Grande Guerre qui sont hyper importants. Donc s'il y a de l'argent, ça veut dire qu'il y a du pouvoir. Et donc, ça va amener mon premier plan à une lecture politique de ce centenaire de 2017 qui me fait énormément penser à 1917, certaines formes de concordance des temps, pour faire plaisir à M. Jeannet qu'on a entendu tout à l'heure. Et dans un deuxième point, je ferai un parallèle avec la production historiographique qui est à l'inverse du discours mémoriel. La tension histoire-mémoire là est extrêmement présente. Et puis enfin, j'essaierai de vous présenter très rapidement ce livre. Alors, je vous dis, j'ai institué ces parties discours mémorial, non, mémoriel, c'est le mémorial d'elle, mais c'est le mémorial, désolé pour la faute de frappe, totale et réalité politique du monde. La mémoire, en tant qu'histoire, quand on en fait l'histoire, la mémoire, c'est l'histoire politique du temps présent. Commémorer, c'est pas neutre. Commémorer, c'est véhiculer un message. Et on est dans un contexte extrêmement particulier en juin 2017, puisque quelques semaines auparavant, M. Trump a été investi président des États-Unis. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la réalité du discours mémoriel va être en complète opposition avec la réalité politique entre la France et les États-Unis. Vous l'avez dit, madame, les États-Unis quittent les accords de Paris. La COP21, c'est une des premières décisions de M. Trump. On l'a vu
vu récemment avec l'Iran. Je ne suis pas persuadé que la diplomatie française ait vraiment approuvé la manière de faire de l'administration Trump sur la Corée. Enfin, je pense qu'on pourrait multiplier les dossiers. Les pays sont d'accord sur rien. Sur rien. Et pourtant, en 2017, on va célébrer en permanence l'amitié franco-américaine. En recyclant les vieilles lunes, Lafayette, nous voilà. En oubliant que 10 ans avant la Première Guerre mondiale, les États-Unis et la France sont pas du tout alliés dans un autre conflit. Et donc, on commémore cette grande guerre sur laquelle on n'est absolument pas d'accord en 2017. Et le seul discours qu'on a, c'est finalement de postuler l'amitié franco-américaine. La photo que vous voyez, là, elle date du 4 juillet 1918. Pour celles et ceux qui connaissent Saint-Nazaire, c'est sur le front de mer. Et on fête, là, pour le coup, c'est pas une commémoration, on célèbre, j'insiste sur ce terme, le 4 juillet, donc le jour de l'indépendance américaine. On est dans un contexte extrêmement particulier, il y a quasiment tout juste un siècle. L'offensive de l'empereur est en train de se terminer. Alors nous, on sait que c'est à peu près à ce moment-là que la bascule au niveau des opérations se fait, mais les contemporains ne le savent pas. On est à une situation qui n'est pas sans faire penser à la fin du mois d'août 1914. On est revenu à la guerre de mouvement, sorti du système tranché dont on n'avait pas réussi à sortir pendant 52 mois, et la France et la Grande-Bretagne, l'entente, n'ont jamais été aussi près de perdre la guerre. C'est quelque chose qu'on a oublié, mais il y a un moment de tension extrêmement important. Et en juillet 1918, partout en France, on va célébrer, je dis bien célébrer, le 4 juillet. Pourtant, c'est comme en 2017. Les pays sont d'accord sur rien. Les buts de guerre ne sont absolument pas partagés entre Washington et Paris. La preuve est que les États-Unis ne sont même pas dans l'entente, ils sont associés à l'entente. Les États-Unis sont un nain militaire, ils exigent d'opérer isolément, de manière autonome, chanter, sur le champ de bataille. Donc là, j'y vois une concordance des temps qui est absolument fantastique. Quand on n'a rien à dire, qu'est-ce qu'on fait? On met en scène l'amitié, qui ne repose sur rien, puisqu'on est d'accord sur rien. Et là, 1917, 2017, même combat. Autre concordance des temps que je trouve absolument formidable, quand, donc le 6 avril 1917, Wilson obtient du Congrès l'autorisation d'officiellement entrer en guerre. Je dis officiellement, après c'est un petit peu plus compliqué que ça, j'en reviendrai tout à l'heure. Et bien tout de suite en France, on se dit, quand je dis on, un certain nombre de collectivités territoriales, pour faire un anachronisme atroce, se disent on va candidater pour arriver, pour voir débarquer chez nous les Américains, parce que l'image de l'Américain dans la France de la belle époque, c'est un type qui est forcément chercheur d'or, donc milliardaire, ou alors c'est Buffalo Bill, et donc c'est un super combattant. Donc l'idée, on va avoir ces États-Unis qui vont venir chez nous, on va faire des affaires. La dépêche de Brest, par exemple, l'ancêtre du télégramme, Louis Coudurier, titre son édito le 7 avril 1917, « L'entrée en guerre du pays des milliards ». Et tout compris, et il dit très concrètement, l'idée c'est pas de savoir si on va gagner la guerre, l'idée c'est de savoir de combien les États-Unis vont la raccourcir. Bon, la réalité est un petit peu plus compliquée, mais ça vous dit bien cette idée. Donc on a une compétition en 1917 entre Brest, entre Saint-Nazaire et entre Bordeaux pour obtenir les mérites et l'honneur, et surtout l'argent, d'être les premiers à voir débarquer le corps expéditionnaire américain. Alors, les ports de la Manche, eux, sont complètement sont négligés, tout simplement parce qu'il y a déjà le corps expéditionnaire britannique et on considère qu'ils sont saturés. Marseille est trop loin, je vous rappelle qu'il y a quand même quelques sous-marins qui croisent dans le secteur, donc on peut éviter de rallonger la route. Et là encore, la réalité militaire qui conduit à la décision de choisir Saint-Nazaire plutôt que Bordeaux et Brest est extrêmement intéressante en ce qu'elle contraste avec les discours. La réalité, c'est quoi? C'est certes, il faut quelque chose qui soit pas trop loin de New York, Hoboken, donc le grand port du New Jersey, d'où part l'essentiel des convois. Donc du coup, ça éloigne un petit peu Bordeaux. Les apports de la rade de Brest
sont un peu compliquées. Et surtout, Paris considère que Brest, c'est potentiellement trop proche de la Grande-Bretagne. Et on ne voudrait pas que l'allié américain arrive trop rapidement dans l'influence britannique. Donc, du coup, on va mettre à Saint-Nazaire, position végane qui permet de ménager la chèvre et le chou. Pareil, on est dans un discours d'union sacrée entre alliés qui sont comme les poings de la main, qui se battent contre la barbarie, pour la civilisation, le droit, patati patata. On regarde les pratiques, c'est-à-dire qu'on est des discours de guerre totale où on nous dit que rien ne prime plus que l'effort de guerre, et quand on regarde les actes, c'est complètement différent. Et ce qui est fascinant, c'est que cette concurrence, on peut vraiment en parler de concurrence, entre ces trois ports, on va la retrouver en 2017 pour prendre le leadership commémoratif. Nantes, alliée avec Saint-Nazaire, Brest et Bassins, d'autre part, des villes qui ont un poids politique relativement important. Hein. Le maire de Brest, de Bordeaux, M. Juppé, est un homme qui compte dans le paysage politique français, et la ville de Brest. La ville de Brest, qui, comme vous le savez certainement, est en Bretagne, et en 2017, on avait coutume de dire que M. Le Drian était ministre de la Défense et de la Bretagne. Et tout ce qui se passait en Bretagne remontait automatiquement à Brienne, au ministère de la Défense. Et là, il faut regarder la période électorale française. Pierre vous l'a dit très rapidement, il y a un énorme projet qui se développe sur Nantes et Saint-Nazaire, cette opération The Bridge, qui en termes de communication mémorielle est très intéressante. C'est une course de bateaux qui prend le prétexte du centenaire du débarquement des Américains pour instiller de la mémoire. C'est des événements sportifs, notamment du basket, c'est des événements musicaux, j'y reviendrai, et qui ont comme unique, parfaitement louable, fonction, unique but de louer l'amitié américaine avec ce symbole, le retour du Queen Mary II, fabriqué à Saint-Nazaire pour une transatlantique entre Saint-Nazaire et New York. Un siècle après, on refait le chemin inverse. Très bien, un beau symbole. Mais M. Le Drian, qui pousse Brest, a une trajectoire politique qui est complexe. M. Hollande a annoncé qu'il ne se représenterait pas. La candidature de M. Macron gonfle au même rythme que son mouvement. Et dans le même temps, Nantes et Saint-Nazaire, maire David Sanzin, bastion socialiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et Nantes, Madame Johanna Rolland, qui a succédé à M. Ayrault, lui-même ancien Premier ministre de Hollande. Enfin bref, vous comprenez tout de suite qu'il n'était pas disposé à faire un cadeau à un camarade de parti, éventuellement en partance pour un autre parti qui siphonnerait la clientèle électorale de ce premier parti. Et donc là, on retrouve cette idée d'une façade, d'un discours commémoratif, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais en l'occurrence, ça se bat à couteau tiré, et à tel point, maintenant je peux vous dire, un an après, on n'est plus dans les... c'est plus secret, 10 jours avant, on ne savait pas. 10 jours avant, pour l'expo sur Queen Mary, on ne savait pas. D'ailleurs, le débat a pris, parce que l'idée c'est des sous, hein, bien évidemment. D'ailleurs, le projet a pris beaucoup de retard, et c'est pour ça qu'on n'a pas pu présenter l'exposition aux États-Unis. Pourquoi ? Et là, parce que l'ambassade de France à Washington avait d'autres choses à faire avec la COP21, on a négocié ces trucs-là, que de remplir les papiers pour la douane pour savoir si on pourrait débarquer une expo. Et comme en plus elle n'était pas financée parce que les collectivités territoriales se faisaient tirer l'oreille pour la raison que je viens de vous dire. Donc voilà, ça explique le retard. Et donc là, pareil, je revois un écho de la lutte extrêmement forte que se mènent les différentes villes, que j'explique dans le bouquin, pour s'obtenir les faveurs du débarquement américain en premier. À tel point que ça transperce dans la presse, hein. On le voit, ça remonte à des débats à l'Assemblée nationale. Donc voilà, une concordance des temps que je trouve assez intéressante. J'accélère le propos. Cette concordance des temps, elle me frappe avec le vide historiographique béant à l'occasion de ce centenaire.
Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des ouvrages de commande. L'excellente synthèse, je sais qu'elle n'a pas été très bien reçue, mais je trouve plutôt pas mal, d'Hélène Arter, paru chez Talandier sur les États-Unis dans la Grande Guerre. Un excellent petit bouquin de mon ami Michael Bourlet sur l'armée américaine, le corps expéditionnaire américain, paru aux éditions Ouest France. Et sinon, 2-3 bouquins, dont un commis par un journaliste, donc de très bonne qualité. Bref, on a une production historiographique qui est nulle. On a tendance à dire que les commémorations, moi c'est quelque chose que je soutiens, nourrissent la demande d'histoire. Bon bah là, rien, juste des ouvrages de commande qui font un état de l'art. Un état de l'art d'études qui date grosso modo des années 70-80 en France. Le grand livre sur Saint-Nazaire, c'est Yves-Henri Moya, 1972, c'est même 45 ans, commence à dater, j'en reviendrai, et puis la thèse d'André Caspi qui, elle, date de 1977. Alors vous allez me dire, oui, mais forcément des jeunes, des doctorants, machin, oui, il y en a une. Travaillé sur les Américains dans la Grande Guerre, en France, il y en a une. Elle s'appelle Laetitia Pichard, c'est une copine, elle fait sa thèse à La Rochelle. Donc là, c'est pareil. Si vous mettez ça en parallèle avec, oui, la France et les États-Unis qui se sont unis pour la liberté, patati patata, mais le soft power académique, il n'existe pas. Il n'y a aucune relation. On ne peut faire autre chose que postuler l'amitié indéfectible parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, et c'est formidablement frappant parce que d'une part, on a des travaux comme ceux d'Yves-Henri Noya, très vénérable professeur à l'université de Nantes, qui dans une configuration d'histoire de la Première Guerre mondiale, une configuration d'histoire sociale. Alors très concrètement, la question qui se pose, c'est, on voit dans les archives, on accuse les Américains de favoriser l'inflation à Saint-Nazaire. La question qui se pose, y a-t-il ou non de l'inflation? Ils calculent, et 45 ans après, il n'y a pas besoin de revenir sur ces démonstrations. Par contre, il y a le passage à l'histoire culturelle qui est passé. Et donc là, on objective cette subjectivité des discours qui disent l'inflation, c'est de la faute des Américains, et on regarde qu'est-ce que ça dit. Et ben, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que contrairement à ce qu'on vient nous dire, à ce qu'on nous a bassiné en long, en large et en travers, tout est merveilleux entre les Français et les Américains pendant la Première Guerre mondiale, c'est pas vrai du tout. Tout est merveilleux tant qu'on peut faire de l'argent avec eux, et dès que la guerre est gagnée, repartez messieurs, je ne vais pas dire Yankee go home, mais c'est quasiment l'idée. Donc là, on a quelque chose d'intéressant. Et c'est le troisième point du point de vue de la configuration historiographique qui me semble intéressante. C'est que, contrairement aux années 70, on a un nombre d'archives aujourd'hui qui sont disponibles, notamment grâce aux efforts numériques faits aux États-Unis, qui est incroyable. Vous allez sur le site de la librairie du Congrès, vous avez quasiment toute la presse américaine, ils ont un moteur de recherche qui est super efficace. Moi, je me suis amusé à taper Nazaire de 1910 à 1925. Vous tombez sur un nombre de documents complètement neufs, hallucinants, y compris des correspondances qui vont être publiées dans la presse. Le journal du fin fond du Montana dit « Ah, bah il y a un Dove Boy qui est en Bretagne, et donc il publie les lettres. » Bon, il n'y a qu'à se baisser pour récupérer ces archives. Je me suis amusé à faire les archives des 48 États, j'ai pas fait Hawaï, j'ai pas fait l'Alaska, c'est les deux seuls que j'ai pas fait, pour récupérer des archives. Pareil, du matériau complètement neuf. Il n'y a qu'à se baisser. Et on travaille là-dessus, parce que ça ne nous intéresse pas. On a eu un centenaire, de ce point de vue-là, 2017, qui est complexe. Moi, je ne suis pas du tout russophile, mais je crois, pour avoir quelques camarades qui travaillent sur 1917, une année également importante de ce côté-là de l'Europe, que la situation n'est pas franchement brillante non plus. Donc, votre réflexion, madame, sur le post-américain, est-ce que ça relève d'une post-américanité, le fait qu'on ne s'intéresse plus du tout aux États-Unis dans le monde académique, dans mon tout petit champ à moi de l'histoire de la Première Guerre mondiale? Bon, bref, moi, ça m'épate. Alors, du coup, alors, un exemple, oui, cette photo, vous la voyez, vous la connaissez nécessairement, on est sur le quai de Saint-Nazaire. On vous explique qu'elle date du 26 juin 1917. Moi j'ai même trouvé dans des bouquins qu'elle datait du 24, 2 jours avant le débarquement. Nickel. En fait, elle date du début juillet 1917. Et contrairement aux légendes qui sont indiquées, elle n'est pas prise par des opérateurs américains, elle est prise par des opérateurs français.
Alors, ça ne va pas changer la face de l'histoire du monde, hein, on est bien d'accord. Mais ça dit bien le fait qu'on vit sur nos acquis. Et ça, c'est quelque chose que j'ai présenté lors d'une communication, du colloque dont parlait Pierre, organisé lors des grandes manifestations The Bridge, où c'était un peu la fête à Neuleux, si vous me passez l'expression, avec les défilés, les machins, tout ça, c'était très beau. Puis il y avait une espèce de réserve d'Indiens, et 12 Sioux qui faisaient de l'histoire. Ils faisaient un cagnard monumental, nous on était au cinéma, on était au frais. Très bien. Et voilà, c'est vous dire, ces gens-là qui réfléchissent, qu'est-ce que c'est ils nous empêchent de penser en rond. Ah bon, non, les Américains n'ont pas amené le jazz et le basket en 1917. L'arrivée du basket en France, c'est pas très loin d'ici, c'est dans le 13e, c'est le boulevard Trévis, c'est 1893. Pourtant, vous regardiez dans les programmes commémoratifs, les Américains ont amené le basket. Le jazz, pareil, on pourra en reparler. Je vous renvoie aux travaux de Laurent Cuny, le musicologue, c'est exceptionnel. Donc, on a un discours commémoratif qui, globalement, postule la fusion entre la France et les États-Unis, qui n'aurait plus que le même intérêt pour la guerre. Quand on regarde dans les archives, on regarde que c'est un peu différent. Et donc, c'est ce que j'ai voulu traiter à propos de Saint-Nazaire. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien travailler sur les petites échelles. J'étais à Saint-Nazaire et Bordeaux, c'est intéressant. Brest, c'est intéressant, mais c'était loin. C'est que sur Saint-Nazaire, voilà, comme ça. Alors, deux éléments. Cette photo, qui est absolument magnifique, elle dit ce que j'appelle le processus inverse de totalisation, c'est-à-dire le processus de détotalisation, c'est-à-dire des intérêts qui vont à l'encontre de l'effort de guerre. La France est dans une situation démographique du point de vue des armées dramatique. Les Américains amènent de l'argent, mais ils amènent aussi des hommes. C'est pour ça qu'on est bien content de les voir rentrer dans le conflit. Pétain réclame à corps et à cri des hommes. Alors, Pershing lui donnera 4 régiments, des régiments noirs. Et là, l'homme que vous voyez là, celui-là, qui est sous la bonne garde d'un militaire blanc, qui a des armes, dit ce principe de détotalisation. On a atrocement besoin d'hommes et la ségrégation raciale prime. Et ces gens-là, ces Afro-Américains, vont être conservés en tant que Steve Dors, en tant que manutentionnaires, pour bosser sur les ports de Saint-Nazaire et de Brest. Alors qu'on a dramatiquement besoin d'hommes. Et que par ailleurs, il y a des manutentionnaires qui peuvent travailler, on a des prisonniers de guerre. Donc, d'abord, vous voyez que dans le processus commémoratif, d'alors, rappeler que les États-Unis étaient ségrégationnistes, ce n'était pas forcément bien vu, mais bon, il faut quand même le rappeler. Deuxièmement, on voit bien là une logique raciale, raciste, ségrégationniste qui prend le dessus sur l'effort de guerre. Et cette photo, je l'aime beaucoup parce qu'elle est dans le port de Saint-Nazaire, et le port de Saint-Nazaire qui est aux mains d'une personne extrêmement intéressante qui s'appelle Louis Brichot. Et Louis Brichot, c'est un charbonnier. Le port de Saint-Nazaire, son trafic principal, c'est la houille en provenance de Grande-Bretagne. La houille essentielle pour faire fonctionner quoi? Les hauts fourneaux des chantiers de Saint-Nazaire qui sont reconvertis à l'effort de guerre et notamment à la production d'armes et de locomotives américaines. Brichot est un entrepreneur extrêmement brillant qui va faire une stratégie de concentration verticale. Il va devenir armateur. Dès qu'il voit des nouvelles sources d'énergie, il investit là-dedans. Il va être actionnaire de sociétés de chemin de fer parce que c'est son principal client. Enfin, c'est vraiment un businessman hors pair. Il se lance en politique. Il va être maire de Saint-Nazaire. Et entre-temps, il a pris la tête de la chambre de commerce de Saint-Nazaire. Chambre de commerce de Saint-Nazaire qui administre le port. Donc il est à la fois usager du port, à la fois patron du port et à la fois maire du port. Donc là on a une espèce de mélange de casquettes qui est extraordinaire et on voit dans les archives, malheureusement on n'a pas les archives de Brichot, mais on voit dans les archives que cette question-là, ce qu'on appellerait aujourd'hui le conflit d'intérêts, mais qui ne se pose pas, ou tout du moins commence à peine à se poser en 1917, dit bien la stratégie des acteurs et rappelle que oui, les intérêts personnels ont continué à exister pendant la Première Guerre mondiale, que non, l'effort de guerre
n'a pas primé, et que oui, certains intérêts personnels allant à l'encontre de l'effort de guerre ont continué à se manifester pendant la Grande Guerre. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais c'est forcément minoritaire. Je veux dire oui, bien évidemment, parce que si les intérêts personnels allant à l'encontre de l'effort de guerre avaient été majoritaires, alors il n'y aurait plus de guerre. De facto, la guerre a continué. Et ce qui est intéressant de voir sur cette analyse en perspective de processus de totalisation et processus de détotalisation, c'est qu'on voit qu'on a une histoire qui est à la fois sociale et culturelle et qui permet de revenir en fait au principe de base en sociologie, qui est la combinaison des rôles sociaux. Brichot l'illustre parfaitement. Il est maire, donc il est patriote, donc il organise les cérémonies avec les Américains. Il est également chef d'entreprise, et là, il maintient aussi son business. À une certaine échelle, ces mêmes questions se posent pour un soldat de deuxième classe, sauf que le soldat de deuxième classe, bien évidemment, il n'a pas forcément autant de moyens à sa disposition pour maintenir ses intérêts. Donc voilà, très rapidement pour cette présentation qui a été un peu trop longue, je crois que j'ai débordé un petit peu mon temps, non mais pas, bon, on discutera, ce sera parfait. Je voulais vraiment vous dire ça, le décalage qu'il y avait entre le discours commémoratif, ukulélé, on est très bien les Américains et tout, mais parce que finalement on n'a rien d'autre à dire, et tant en 1917 qu'en 2017, c'est extrêmement frappant. Si vous regardez la visite de M. Macron à M. Trump il y a quelques semaines à la Maison-Blanche, avec une réactivation de la mémoire de la Grande Guerre, ce chêne issu du bois Bello, au lieu de la mémoire de l'armée américaine, victoire des 5e et 6e Marines, donc les régiments les plus prestigieux de l'armée américaine, on est en plein là-dedans. Ils ne sont d'accord sur rien, et donc le truc qui leur reste, c'est un récit. Ce n'est pas un roman national pour faire écho à la communication tout à l'heure, un roman transnational, mais qui reste un roman. Donc je crois, c'était question du rôle social de l'historien, je crois que le rôle social de l'historien, il est aussi de dire ça, pas dans une posture, je pense, de dire non, le récit mémoriel, il est faux. Non, mais parce qu'on en a besoin de ça. On a aussi besoin de mythes pour avancer. Parce que c'est ce qui permet aux deux pays de parler. S'ils n'ont pas ça, ils ne parlent pas. Moi, je préfère qu'ils parlent plutôt qu'ils ne parlent pas. Ça me semble moins dangereux. Mais et donc, ça permet voilà, de prendre de la distance là-dessus. Et encore un peu plus, je remercie énormément Pierre et à travers lui tous les clients, parce que bon, écrire un bouquin, c'est bien, mais le rendre accessible au public, c'est mieux, parce que c'est ça qui compte. Et donc voilà, je remercie vraiment les clionautes. Je vous invite à vous procurer ce livre. Je ferai juste une dernière incesse par rapport à la dernière communication. À vous procurer ce livre chez Pierre, puisque ça permet de financer également les clionautes. Je précise que moi j'ai fait don de ce texte aux éditions Contexte, je ne touche pas un rond là-dessus, donc vous ne m'enrichissez pas, et c'est très bien. Je voudrais juste rebondir sur la dernière communication. Il était beaucoup question de la Shoah, mais je pense qu'il pourrait être question de la Grande Guerre. Il y a un enjeu essentiel, c'est la transmission entre les savoirs académiques et je veux dire, le reste du monde, un peu de manière provocante. Vous avez forcément entendu parler de Jean-Jacques Becker, immense historien de la Grande Guerre, sa thèse absolument merveilleuse, comment les Français sont entrés en guerre, publié en 1977, mon année de naissance, aux presses de la Fondation nationale des sciences politiques. Antoine Pro, patron scientifique de la mission du centenaire, organise en 2013, en Sorbonne, une journée d'études à destination du monde de l'enseignement pour dire comment est-ce qu'il faut enseigner la Grande Guerre dans le secondaire. La première tarte à la crème qu'il évoque, c'est aller à l'encontre de cette idée de la guerre du départ à la guerre, la fleur au fusil, qui a été balayée de fond en comble par Jean-Jacques Becker en 1977. C'est-à-dire qu'en 40 ans, une idée qui ne se discute même pas dans le champ académique peine à arriver dans les salles de classe. Et ça, c'est un vrai problème. Mais vous l'avez dit, je ne sais plus où il est, je n'arrive pas à voir un peu, je ne suis pas très physionomiste, mais de la même manière que tous les enseignants qui enseignent aujourd'hui n'ont pas été nécessairement formés à la destruction des Juifs d'Europe, tous les enseignants aujourd'hui n'ont pas été nécessairement formés à la Grande Guerre. Là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à repenser, et de ce point de vue-là, je crois beaucoup à l'histoire publique en complément de l'école, parce que l'école, elle ne peut pas tout, pour paraphraser un Premier ministre de la Syrie. Merci beaucoup.
Bien, alors justement, on peut peut-être prendre une ou deux questions. Contrairement à ce que tu croyais, Erwan, on a un petit peu de temps. Alors un petit peu de temps qu'on va mettre à profit, parce que c'est Camille qui a aussi pensé à vous, pour que vous puissiez aller vous détendre sur la terrasse, éventuellement aller au bar, pour une petite pause d'un quart d'heure avant de passer à nos deux géographes, c'est-à-dire à Thomas Merle et à Xavier Leroux. On va finir. On a commencé par de la géohistoire, on finira par de la géographie, à moins qu'il y ait une question. Alors le livre, tiens s'il te plaît Marie, tu peux me l'amener s'il te plaît? Voilà, il est là. On va le présenter ici quand même. Voilà, il en a quelques-uns. Voilà. Non, mais la seule qui touche quelque chose dans cette histoire, c'est Camille. Mais c'est la trésorière, donc. Et ses comptes sont irréprochables, comme la femme de César. Voilà. Voilà. Alors vous remarquerez qu'effectivement, on s'est lancé dans cette aventure, là aussi, une aventure de plus qu'on a franchie, c'est-à-dire celui de l'édition. Nous éditons nous-mêmes, en collaboration avec les éditions Codex Nos Textes. Il y a d'ailleurs les textes des cafés géopolitiques que nous organisons à Béziers, qui seront bientôt publiés. On est en train d'y travailler. Ça va représenter 3 fascicules, parce que ça fait 3 années que nous faisons des cafés géopos, et ça permettra aux profs et au grand public d'avoir une mise au point sur de grandes thématiques géopolitiques, géopolitique de la Turquie à l'époque d'Erdogan, géopolitique des États-Unis. Si vous êtes à Béziers, le 16 mai, c'est-à-dire mercredi, vous pourriez écouter Marc de Velder parler de la géopolitique des États-Unis. Si vous êtes à Béziers le 23 mai, mais je pense à des retraités, là je vois Annie, je vois son époux. Non, son époux il est toujours en activité. Mais non, mais il t'autorise à sortir. Il t'autorise à sortir toute seule. Non, mais si tu viens à Béziers, tu risques rien. Ce sera très bien. Vous pourriez par exemple entendre à Béziers Laurent Lavezou parler des mythes de l'histoire de France, parce qu'il faut savoir qu'à Béziers, la députée locale, qui s'appelle Emmanuelle Ménard, a déposé une proposition de loi sur la reconnaissance du génocide vendéen. Vous comprenez bien que ce genre de choses, à quelques centaines de mètres de ma salle de classe, ça ne pouvait pas passer. Donc il y aura une réaction, une de plus, des clionotes à l'instrumentalisation de l'histoire pratiquée par le locataire de l'hôtel de ville de la ville de Pierre-Paul Riquet. Vous voyez que c'est des périphrases, pour ne pas citer son nom quand même.